Une fillette de 3 ans avait été maltraitée par son beau-père, un officier de police respecté nommé Damien Morel, et enfermée dans un vieux cabanon derrière leur ferme isolée, à l'extérieur du petit village de Saint-Laurent-du-Bois. Le cabanon n'était qu'un assemblage de planches pourries et d'outils rouillés, avec un toit affaissé et des moisissures rampantes sur les murs. L'odeur de foin humide, d'huile de moteur et de pourriture ancienne emplissait l'air. Elle y était piégée depuis 3 jours. Elle s'appelait Elina. Elle portait une robe déchirée. Ses pieds nus étaient couverts de boue, ses poignets marqués par des ecchymoses, là où Damien les avait attachés avec une corde en nylon. Du ruban adhésif bâillonnait sa bouche, et ses yeux, grands ouverts, étaient vides. Elle avait crié le nom de son vrai père la première nuit, hurlé jusqu'à ce que sa gorge brûle comme du papier de verre, mais personne n'était venu. Le 2e jour, elle avait cessé d'essayer. Son seul réconfort était le vieux chien allongé juste devant la porte. Il s'appelait Rex, un berger allemand à la retraite, autrefois formé par les forces de l'ordre. Ses yeux, jadis vifs, étaient devenus troubles, et ses muscles puissants s'étaient affaiblis avec l'âge. Pourtant, au fond de lui, l'entraînement demeurait. La loyauté aussi. Rien, pas même la douleur dans ses hanches, ni les tremblements dans ses pattes avant, n'avait réussi à effacer le conditionnement inscrit dans sa chair. Il connaissait encore tous les ordres. Il répondait, parfois lentement, mais toujours avec cette dignité discrète que seul un vieux soldat peut comprendre. Rex avait servi avec honneur, reniflé des explosifs en zone de guerre, poursuivi des fugitifs à travers bois. Il avait été affecté à plusieurs unités. D'abord en intervention rapide dans des zones urbaines, puis dans des missions de patrouille à la frontière. Il avait vu des choses qu'aucun chien ne devrait voir. Les cris d'un homme blessé que personne n'arrivait à secourir, les détonations qui fendent la nuit, la peur dans les yeux de ceux qui n'avaient plus de munitions. Il avait appris à rester calme sous les tirs, à ne pas bouger quand tout explosait autour. Il était le roc que son maître tenait en laisse, le seul être vivant sur qui l'on pouvait compter quand la radio grésillait des ordres incompréhensibles. Il avait connu l'adrénaline des poursuites, les cris dans les radios, la tension qui précède l'assaut. Il connaissait l'odeur du sang frais et celle, plus acide, de la sueur mêlée à la panique. Il savait à quel moment un homme allait fuir, à quel moment un mensonge sortait d'une bouche trop calme. Il connaissait les signaux que son maître lui donnait, même d'un simple clignement d'œil. Ils étaient un duo inséparable jusqu'au jour où son maître était tombé. Rex l'avait veillé toute la nuit, hurlant dans le noir, incapable de comprendre pourquoi on ne lui permettait pas de rester près du corps. Il avait risqué sa vie pour sauver celle d'homme qu'il ne connaissait même pas. Et il recommencerait, sans réfléchir, sans se poser de questions. Ce n'était pas dans sa nature de douter. Il avançait, il obéissait, il protégeait. Pendant des années, il avait porté un harnais avec un insigne cousu dessus, une médaille accrochée au collier. Il en était fier. Il sentait qu'il avait une place, une utilité. Il était respecté. On le saluait dans les bases, on lui donnait de la viande fraîche, des mots doux, des caresses appuyées. On l'appelait par son nom. On l'appelait compagnon. Son nom figurait même une fois dans un article de journal, au bas d'un encadré. Le chien héros sauve son maître d'une embuscade. Mais pour l'homme qui possédait maintenant la ferme, cela n'avait plus aucune importance. Il ne voyait plus en Rex un héros, seulement un vieux chien aux articulations douloureuses, bruyant, inutile. Il ne comprenait rien au regard de ce chien, à sa patience muette, à sa posture digne, malgré l'usure du temps. Il l'avait frappé plus d'une fois pour avoir aboyé près du cabanon, une fois pour avoir grogné, une fois sans raison, un coup de botte dans les côtes, une chaîne tirée si fort qu'elle lui laissa un hématome au cou. Il l'appelait déchet, bouche inutile à nourrir. Mais Rex, lui, ne répondait jamais. Il ne fuyait pas. Il ne montrait pas les crocs. Il se contentait de baisser la tête, d'endurer. Parce qu'il savait. Il savait ce que l'homme faisait, ce qu'il cachait. Il savait ce qu'il y avait derrière cette porte en bois pourri, ce qu'elle retenait. Il le sentait dans chaque fibre de son être, dans ses narines qui, malgré l'âge, captaient encore les relents de peur, de crasse, d'humidité, de douleur. Une odeur familière, celle de la détresse humaine, qu'il avait déjà connue sur les champs de bataille,
dans les bâtiments éventrés par les bombes. Une odeur qu'on n'oublie jamais. Une odeur qu'il reconnaissait maintenant sur cette petite fille enfermée de l'autre côté. Rex n'aboyait pas pour rien. Il n'aboyait pas comme ces chiens nerveux qui réagissent à une branche qui tombe ou à un écureuil qui court. Il aboyait parce qu'il savait, parce qu'il sentait la peur, le silence, le sang séché, parce qu'il sentait Elina. Il savait qu'elle était là, pas un doute. Pas une intuition, une certitude qui vivait dans chaque vibration du sol sous ses pattes, dans chaque soupir qu'il entendait quand la nuit était trop calme. Il reconnaissait ses pleurs, même lorsqu'ils étaient étouffés. Il reconnaissait son odeur, même mêlée à la paille moisie et au métal rouillé. Il reconnaissait son besoin d'aide. Et malgré tout, il ne partait jamais loin. Même quand la gamelle restait vide, quand les vers s'invitaient dans l'eau stagnante de son bol, quand la pluie trempait jusqu'à l'os son pelage épais devenu fin, même quand son vieux corps tremblait sous la pluie, Rex restait là, couché à quelques centimètres de la porte, couché sans bouger, sauf pour se redresser d'un bond douloureux au moindre bruit venu de l'intérieur. Couché sans dormir vraiment, l'oreille à l'affût, les yeux ouverts. Couché comme on prie, comme on espère, comme on supplie sans mots. Il n'attendait pas un miracle. Il ne s'attendait pas à voir la porte s'ouvrir d'elle-même, ni à ce que l'homme change. Il n'avait aucune illusion. Mais il restait, comme un soldat posté en sentinelle, sans ordre, sans espoir, juste par devoir, par amour. Même lorsque ses pattes étaient raides de froid, même lorsque son ventre creusait de faim, il ne quittait pas sa place. Il n'attendait plus qu'on le récompense, ni qu'on le caresse. C'était pas la fidélité naïve d'un chien à son maître. C'était plus profond, plus ancien, une loyauté farouche à une petite voix qu'il avait un jour entendue pleurer. Une fois qu'on entend ça, on n'oublie pas. Rex n'oubliait pas. Pas les premiers jours, pas les cris, pas les chaînes. Parfois, il appuyait son corps contre le bois, espérant entendre quelque chose. Et parfois, il entendait. Un sanglot, une toux, le froissement d'un peu de paille. Alors, il gémissait doucement. Un murmure, presque un secret échangé entre deux âmes enfermées. Il savait que personne n'ouvrirait la porte. Mais il continuait. Il y avait dans ces gémissements une patience tragique, celle qu'ont les anciens soldats, les vieux chiens, les êtres fatigués qui espèrent quand même. Il avait déjà gratté, déjà hurlé, déjà mordu le bois pour faire comprendre. Mais personne n'avait écouté. Le monde passait devant sans voir. Alors maintenant, il attendait. Veillait. Un jour, il le sentait, quelque chose changerait. Une odeur nouvelle, un pas inconnu, un regard qui s'arrêterait. Quelqu'un qui verrait enfin ce qu'il voyait, ce qu'il sentait. Ce soir-là encore, alors que le vent sifflait à travers les arbres et que la rosée s'accumulait sur son pelage, Rex ne bougeait pas. Chaque nerf de son vieux corps était à l'écoute. Son museau frémissait, ses oreilles à demi dressées. Le froid mordait ses articulations, mais il tenait bon. Son regard, voilé par l'âge, restait fixé sur la porte. Il entendait la pluie ruisseler sur le toit, le souffle de la nuit, les cliquetis du métal rouillé. Et puis, un bruit. Différent. Pas les feuilles, pas la grange. Un pas, lourd, contrôlé. Le bruit d'un talon sur le gravier. Ce n'était pas un pas pressé ni curieux. C'était un pas qu'il connaissait. Celui qui ne cherchait pas, qui savait déjà. À l'intérieur, Elina se figea, non pas à cause du froid, mais à cause du bruit de bottes approchant. Elle savait ce rythme-là, cette cadence. Son cœur ralentit, ses bras se resserrèrent autour de ses genoux. Elle osa à peine respirer. Même l'air semblait s'arrêter. La voix de Damien résonna, tranquille, alors qu'il sortait de la maison principale, le téléphone à l'oreille. « Oui, elle s'habitue », disait-il, presque joyeux, comme s'il parlait d'un chiot. « Un peu capricieuse la nuit, mais je gère. » Elle a même demandé une berceuse. Il s'arrêta au milieu de la cour, sous la lumière du porche. Il ricana, puis dit « Je l'emmènerai à l'école quand les papiers seront réglés. Personne ne se doute de rien. » Il leva les yeux vers les étoiles invisibles derrière les nuages, comme s'il se félicitait lui-même, puis il raccrocha, remit son téléphone dans sa poche et ajusta le col de son uniforme. Le badge brillait légèrement, symbole d'honneur sur une poitrine qui n'en connaissait plus le sens. Il se dirigea vers le cabanon. Rex grogna faiblement. Pas de colère, pas de menace, mais un avertissement. Une plainte qui disait « Je suis encore là ». Damien l'ignora,
passa à côté de lui comme on passerait devant un meuble cassé, sans regard, sans hésitation. Il marcha droit, sûr de lui. Il ouvrit la porte du cabanon, entra, sa lampe torche déjà en main. Le faisceau de lumière frappa Elina en plein visage. Elle plissa les yeux, recula contre le mur. « Tu crois encore que quelqu'un va venir ?» dit-il en ricanant. Il s'accroupit devant elle, arracha le ruban d'un geste brusque. Du sang perla sur ses lèvres abîmées. Elle ne pleura pas. Elle regarda au-delà de lui, vers la porte, vers Rex. Sa petite main se tendit faiblement. Damien suivit son regard, vit le chien. Il éclata de rire. « Même ton seul espoir est pathétique. Ce vieux clébard peut rien pour toi. Personne peut. » Puis il claqua la porte avec une telle force qu'Elina tressaillit. La serrure claqua. Le noir revint, épais et oppressant. Elle ne bougea pas. Elle attendit. Rex poussa un petit aboiement, à peine audible, juste pour dire « Je suis là ». Il ne bougea pas. Il ne retourna pas au porche. Il resta, fidèle. Ce même soir, à 30 kilomètres de là, une vieille Peugeot grise s'arrêta en crachant de la vapeur, près d'une station-service fermée. Le moteur toussa une dernière fois, puis mourut. À l'intérieur, un homme soupira. « Foutu bagnole », grogna-t-il. Il s'appelait Julien Mercier. Il était grand, les traits marqués, le regard fatigué. Il sortit de la voiture, enroula son manteau autour de lui, le vent cinglant fouettant ses joues. Il ne frissonna pas. Il avait connu pire. Ancien soldat, ancien mari, ancien père. 2 ans plus tôt, un incendie avait emporté sa maison, sa femme et leur fille. Lui seul avait survécu. Depuis, Julien errait, évitant les regards, roulant sans destination, juste pour ne pas penser. Il souleva le capot, examina les tuyaux, cherchant une panne évidente. C'est alors qu'il l'entendit, un son discret, un gémissement, puis le bruit de pattes sur le gravier. Il se redressa lentement. Un chien sortit des fourrés, un berger allemand, amaigri, tremblant, l'œil vif malgré la fatigue. Julien ne bougea pas. « T'es perdu, mon grand » murmura-t-il. Le chien s'approcha, attrapa doucement la manche de son manteau, tira, puis relâcha, se retourna et regarda en arrière. Julien comprit. Il suivit. Le chemin les mena à travers les champs, jusqu'à un vieux cabanon. Rex gratta doucement la porte, puis recula. Julien s'approcha, éclaira l'intérieur avec sa lampe. Ce qu'il vit le figea, une petite fille, immobile, couverte de bleu. Il força la porte. Elle ne cria pas. Elle le regarda simplement comme si elle espérait encore. Julien la prit dans ses bras, enveloppa sa petite silhouette dans son manteau. « C'est fini » murmura-t-il. Rex suivit. À l'hôpital de Saint-André, Elina fut immédiatement prise en charge. Hypothermie sévère, déshydratation, hématomes internes, brûlure au poignet, concussion probable. Le docteur Camille Perrin, chef du service pédiatrique, jura en voyant les blessures. Julien expliqua, son beau-père est flic. Il dit qu'elle est tombée. Mais j'ai vu le cabanon, j'ai vu ses yeux. Le shérif Bernard Lemoine arriva 1 heure plus tard. Il reconnut Rex. Ce chien appartenait à Morel. Tu me dis qu'il a fait ça? Julien hocha la tête. Le shérif appela ses hommes. Damien Morel fut arrêté dans sa voiture, non loin de la frontière départementale. Pendant ce temps, Elina restait silencieuse. Elle ne parlait à personne. Sauf quand Julien entra dans la chambre. Elle tendit la main, il la prit doucement, et elle ne la lâcha plus. Le lendemain, une voisine de 10 ans, Maëlle Roussel, se présenta au poste avec sa mère. Elle avait vu Morel entrer dans le cabanon avec Elina. Elle avait vu la lampe torche, entendu les pleurs, perçu ce que d'autres avaient choisi d'ignorer. Elle avait parlé à sa maîtresse. Elle lui avait dit que ce n'était pas normal, que ce monsieur allait tous les soirs dans le cabanon, que la petite fille n'en sortait jamais. Rien n'avait été fait. Pas un appel, pas une vérification. Le silence des adultes, encore une fois, avait couvert les cris d'un enfant. Mais cette fois, Maëlle n'avait pas laissé tomber. Elle avait tiré la manche de sa mère avec insistance, insisté pour venir parler, pour raconter. Son témoignage confirma tout. Le ton de sa voix, son regard, la façon dont ses mains tremblaient en mimant ce qu'elle avait vu, frappèrent les enquêteurs plus fort que bien des preuves matérielles. Le shérif Lemoine, homme d'habitude calme et méthodique, frappa du poing sur son bureau. Les veines saillirent sur sa tempe, sa mâchoire se crispa. Il ferma les yeux un instant avant de dire « On a échoué ». Il le dit à voix basse comme un aveu personnel, parce qu'il connaissait Damien, parce qu'il l'avait cru, parce qu'il avait détourné les yeux comme tant d'autres. Les jours suivants furent un tourbillon de révélations,
de confrontation, d'interrogatoire. On ouvrit les dossiers passés de Morel, des plaintes classées, des suspicions jamais creusées. Un voisin avait mentionné des cris, une autre voisine un comportement étrange, mais rien n'avait été consigné sérieusement. Il avait été protégé par son uniforme, par les apparences, par l'illusion du respect. Mais cette fois, les murs tombèrent. Au procès, Damien nia tout. Il parla d'enfants difficiles, de crises d'ado prématurées. Il osa dire que c'était Elina qui mentait, qu'elle cherchait à le punir pour une punition justifiée. Il parla longuement, le regard haut, usant d'un ton calme, presque paternaliste, comme s'il croyait encore contrôler la salle. Il accusa Julien de vouloir attirer l'attention, de manipuler les émotions publiques. Il affirma que Maëlle était influençable, que sa maîtresse avait peut-être déformé ses propos. Il se défendit avec l'arrogance d'un homme qui a trop souvent vu la justice se ranger de son côté. Mais les photos parlaient. Les rapports médicaux détaillaient les ecchymoses, les marques de corde, l'état de malnutrition. Les témoignages d'anciens collègues parlaient d'un homme autoritaire, instable, violent hors service. Et la voix de Maëlle, tremblante mais courageuse, résonna comme un couperet dans le silence figé de la salle d'audience. Et surtout, il y avait Elina. Pendant tout le procès, elle était restée silencieuse. Assise à côté de Julien, les doigts souvent enfouis dans le pelage de Rex, elle observait, les journalistes, les jurés, les regards braqués sur elle. Mais elle tenait. Pas une larme, pas un mot. Juste cette présence fragile mais incassable. Jusqu'au dernier jour. Quand le juge demanda à Elina si elle voulait parler, il le fit doucement, sans pression. Elle ne bougea pas d'abord, puis elle regarda Julien. Il hocha la tête. Il ne parla pas, ne poussa pas. Il lui dit juste par le regard « C'est toi qui décides ». Alors doucement, elle se leva. Les bancs craquèrent, le silence devint presque lourd. Elle s'approcha du micro, le cœur battant si fort qu'on aurait pu l'entendre. Elle serra Rex dans ses bras, enfouit une seconde son visage dans son cou. Puis elle leva les yeux, fixa le juge et murmura dans le micro. « Il m'a blessé quand je l'appelais papa, mais maintenant je sais ce que c'est un vrai papa. C'est quelqu'un qui reste. » Il n'y eut pas un souffle dans la salle. Même Damien, pour la première fois, détourna le regard. Peut-être par honte, peut-être par peur, ou peut-être parce qu'il savait que c'était fini. Les mots de cet enfant, simple et brisé, venaient de trancher tout ce qu'aucun avocat ne pouvait réparer. Damien Morel fut condamné à 15 ans de prison. Interdiction à vie d'approcher un mineur. Julien demanda la garde. Elle lui fut accordée. Il ne pensait pas être père de nouveau, mais chaque fois qu'elle lui tendait la main, il comprenait que c'était sa nouvelle mission. Elina ne parla jamais de la ferme, ni du cabanon. Mais un jour, elle demanda « Est-ce que Rex peut rester avec nous pour toujours ?» Julien sourit. « C'est toi qui l'écoutes maintenant. » Leur maison n'était pas grande, mais elle sentait la cannelle et le bois chauffé au poêle. Il y avait un lit avec des draps à étoiles, un coussin moelleux pour Rex et une veilleuse qui projetait des constellations au plafond. Parfois, Elina restait allongée sans dormir, simplement à regarder les étoiles danser doucement, à écouter les respirations lentes du vieux chien couché à côté d'elle. Elle dormait mieux maintenant. Les cris avaient laissé place à des murmures de paix. Quand les cauchemars revenaient, Julien entrait en chaussettes, s'asseyait au bord du lit et lisait des histoires. Pas toujours celles qu'elle comprenait, mais ça n'avait pas d'importance. C'était sa voix qui comptait, sa présence. Rex posait doucement sa tête contre elle, son museau niché contre ses côtes, et elle se rendormait, la main enfouie dans sa fourrure rêche. Au fil des saisons, la maison s'était remplie de dessins accrochés de travers, de mugs oubliés près du canapé, de couvertures froissées après les siestes partagées. Elina riait plus souvent. Elle chantait parfois en jouant dans la cour, sa voix haute et fragile comme les branches au printemps. Elle apprenait à faire du vélo, à lasser ses chaussures, à apprivoiser ses silences. Julien la regardait grandir avec cette tendresse grave qu'ont les hommes qui savent ce que ça coûte de protéger quelque chose. Un jour, assis sur le perron à regarder les feuilles tomber en spirale lente, Elina demanda « Tu seras toujours là ?» Julien ne répondit pas. Oui, il aurait pu, il aurait voulu, mais il savait ce que signifiait une promesse, surtout pour une enfant qui en avait vu trop se briser. Il lui prit la main, l'embrassa doucement sur le front et dit
Tu es chez toi maintenant. C'est tout ce qui compte. Elle hocha la tête, comme si elle comprenait. Peut-être qu'elle comprenait déjà plus que lui-même. Des mois plus tard, au printemps, ils retournèrent au cabanon avec le shérif Lemoine. L'endroit était silencieux. Les mauvaises herbes avaient envahi les alentours, et les murs penchaient sous leur propre fatigue. Il était vide, abandonné, mais pas oublié. Julien resta un long moment sans parler. Il entra, effleura les planches poussiéreuses du bout des doigts. Sur une poutre, des petits traits gravés rappelaient les jours passés, un comptage d'enfants pour ne pas devenir folle. Il posa la main sur le mur où de petites empreintes subsistaient et murmura « Tu étais courageuse, même quand personne ne venait, même quand c'était injuste. » Le shérif détourna les yeux. Il n'avait plus rien à dire. Le lendemain, ils plantèrent un arbre derrière l'hôpital. Un petit érable, fragile encore, mais déjà tourné vers le ciel. Une plaque au pied de l'arbre disait « À ceux qui ont trouvé leur voie, même dans le silence. » Il y eut une petite cérémonie, pas officielle, pas longue. Des infirmières, quelques enfants, le personnel du centre, Julien, Elina et bien sûr Rex. Elle portait un ruban rouge dans les cheveux, une robe bleue qu'elle avait choisie elle-même. Elle ne pleura pas. Elle regarda les feuilles tomber. Puis elle se baissa, caressa doucement la tête de Rex et lui chuchota « Tu m'as gardée vivante. » Les années passèrent, comme les pages d'un livre dont on n'ose pas trop tourner la dernière. Elina grandit. Sa voix s'affirma. Elle parlait dans les écoles, écrivait des lettres à d'autres enfants, dessinait encore des étoiles sur ses cahiers. Julien vieillit. Plus vite que prévu, son dos se courba, ses mains tremblèrent parfois, mais il était là, toujours. Rex, lui, devint plus lent, plus fragile. Son regard restait aussi fidèle. Mais ses pas se firent plus lourds. Il ne montait plus les escaliers. Il dormait plus souvent. Elina veillait sur lui, comme il avait veillé sur elle. Et puis, un soir d'hiver, alors que la neige tombait doucement, Julien appela Elina dans le salon. Rex ne se leva pas. Il était allongé près du feu, les yeux mi-clos, le souffle faible. Elina s'agenouilla, enfouit son visage contre sa fourrure. Il leva les yeux une dernière fois vers elle, un regard profond, presque humain. Il battit faiblement de la queue. Puis il s'éteignit, sans bruit, comme une étoile filante au cœur de la nuit. Ils l'enterrèrent près de l'arbre, sous la plaque. Julien y grava un mot de plus, au couteau. Il est resté, jusqu'au bout. Ce soir-là, Elina retourna dans sa chambre. Elle s'allongea sous la veilleuse. Les étoiles tournaient au plafond. Elle ne pleura pas tout de suite. Elle attendit que Julien vienne s'asseoir. Il lut sans trembler. Quand il éteignit la lumière, elle chuchota dans l'ombre. « Tu crois qu'il nous entend encore ?» Julien répondit, voix douce. « Il est juste là, là où il a toujours été. » Et dans le silence, dans cette maison petite mais pleine, une respiration imaginaire accompagna leurs rêves. Toujours fidèle, toujours là, toujours.